Aéroport international de Phuket. 13 jours se sont écoulés depuis le raz-de-marée qui a dévasté la région. Dans le hall, des photos de quelques-uns des 5000 disparus. Et sur les écrans de télévision, les clips pour les appels aux dons. Aujourd'hui, ceux qui viennent à Phuket ne sont plus des touristes. Laurent arrive de Bordeaux. Comme des milliers d'autres, il est à la recherche de sa famille. C'est la dernière chance que je tente de venir sur place, sur ce lieu tragique. Et on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à une fin heureuse, on espère. Laurent est à la recherche de son oncle, de sa tante et de sa nièce. Il a l'espoir de les retrouver vivants car la guide thaïlandaise qui les accompagnait dit avoir reçu un appel téléphonique de Sylvie 2 jours après le drame. Pour lui, sa nièce Clara et son oncle Jean sont peut-être toujours en vie. Alors on ne sait pas de quel portable, on ne sait pas comment, on ne sait pas de quelle façon elle a joint la guide qui les avait suivis pendant tout le séjour. La guide m'a certifié, elle est formelle, elle a eu Sylvie Casagrande. Pendant quelques secondes où elle a compris que c'était Sylvie Casagrande et malheureusement la communication a été interrompue et sans pouvoir avoir d'informations capitales. Ça fait un élément en notre faveur. C'est une chance de les retrouver. Laurent est confiant. Il est venu accompagné de Christian, le voyagiste qui a organisé le séjour de sa famille en Thaïlande. Il faut se rendre compte sur place et si la situation la pire qui devait se produire, il faut que je puisse donner une réponse à l'ensemble de la famille parce que si on doit passer par cette épreuve du deuil, c'est pas en ayant un mot disparu sur un papier que ça va réconforter ou de savoir autre chose. Il faut être sur place dans ce genre de situation. À peine arrivé, Laurent commence ses recherches à la cellule de crise installée par le ministère des Affaires étrangères français. Diplomates, médecins ou secouristes, ils sont une quinzaine à tenter de répondre aux angoisses des familles. Laurent leur fait part du premier indice, le coup de fil que sa tante avait passé après le drame. Cet appel trouble tout le monde. Alors quelles sont les chances de survie dans ce... Je n'en sais rien, je ne sais pas. Alors, s'ils sont sortis de la catastrophe, s'ils n'ont pas été pris par la dame, bon, dans les hôpitaux de la région, il n'y a plus aucun occidental. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas quelque part par là. C'est ça qui est curieux, qu'ils ne se manifestent pas. Bon, mon oncle, mettons, sous le choc, sans ses médicaments, aurait décédé. Est-ce que ma tante se serait retrouvée seule avec sa fille, elle blessée, pas voir sa fille, courir partout, s'épuiser voilà, cet appel à quelque chose qui peut donner des thèses. Même aller jusqu'à envisager si elle était aussi proche que ça de sa fille. Ah oui, voilà, c'est attention. Si elle a vu sa fille emportée. Ah oui, complètement. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'on s'était dit hier. Est-ce que vous avez des photos des premiers cadavres dont vous n'avez pas pu avoir l'identité, que je pourrais regarder et dire c'est peut-être eux, pas eux? Nous, on n'a pas, puisque par définition, on ne sait pas la nationalité. Donc nous, on n'en a pas. Il y a un fichier qui recense... Dans les morgues autour de Kaolack, comme ailleurs, vous avez des mètres et des mètres de photos. Ok, bon, je vous tiens au courant. D'accord, on s'appelle. Allez, ça marche. Merci. Allez, bon courage. Merci à tous. Laurent imagine tous les scénarios possibles. Bon, ça va, tu vois là, ça va mieux parce que bon, elle m'a rien dit quoi de grave. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de ce monsieur? Ça va être très dur. Ça va être dur, mais bon, c'est pour ça qu'on lui a proposé un soutien psychologique. Hein. Donc si vous sentez qu'il n'est pas bien, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. En sortant de la cellule de crise, Laurent garde l'espoir. Il continue ses recherches à 100 km de Phuket, au temple bouddhiste de Yan Yao. Un lieu terrible. Depuis la catastrophe, ce temple est devenu la plus grande morgue à ciel ouvert de toute la Thaïlande. Ici, des dizaines de médecins légistes, venus du monde entier, tentent d'identifier les corps des victimes du tsunami. Parmi eux, une équipe de spécialistes français composée de gendarmes et de policiers. Les cadavres continuent d'affluer tous les jours. Ici, ce sont principalement les corps des touristes qu'on entrepose. Il y en aurait près de 3000. D'abord, on les conserve dans des containers frigorifiques avant de les amener aux médecins légistes.
Le travail d'identification risque de prendre du temps, 2 mois, peut-être plus. Chacun de ces corps est également photographié. Ces photos sont archivées et exposées dans le hall du temple. Un moyen pour les familles d'identifier leurs proches. Les photos de l'oncle de Laurent, de sa tante et de leur petite fille ne figurent pas dans les ordinateurs. On l'envoie donc consulter les panneaux. Un spectacle insupportable. C'est une vision d'horreur, c'est une vision insoutenable. Je fais quand même un tour parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose, mais ils se ressemblent tous, c'est des cadavres en état de décomposition, c'est immondissime. Même dans les films d'horreur, il n'y a pas ça. Je ne comprends pas comment la vie peut arriver à ça. Christian, le voyagiste qui accompagne Laurent, est lui aussi bouleversé. Comment on peut souffrir, mourir comme ça, pour voir les yeux exorbités, tout ça. On ne peut plus rien reconnaître. C'est comme si on cherchait une aiguille dans une meule de foin, c'est terrifiant. Je m'étais imaginé au pire, mais j'en étais loin. Et du coup, je prends un grand coup derrière la tête parce que autant j'avais plein d'espoir quand on est arrivé. Là, j'ai l'impression qu'on est passé de l'autre côté. Je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'il se fasse une raison de la triste réalité de la chose. Regardez cet enfant qui a l'âge peut-être de Clara, c'est... Je ne m'attendais pas à ça. Laurent appelle sa famille restée en France. Les photos n'ont rien donné. Pour lui, il reste encore un espoir. Ça se trouve, je suis passé devant leurs photos, ça j'en sais strictement rien. Mais je sais pas, je le sens pas là, je sens pas qu'ils sont là-dedans quoi. Je sens pas. Je sens pas. Je sais pas comment je fais pour tenir debout là, je te le dis. Là. Bon allez ma chérie, moi il fallait que je le dise. Non, c'est bon là, ça fait une demi-heure là les photos, là on va à l'hôpital à l'entrée de Kaolack, là il y a d'autres photos là-bas. Laurent poursuit ses recherches à l'hôpital de Kaolack. Sur les panneaux, encore des photos de disparus. Cette fois, ce ne sont pas des cadavres, mais les touristes hospitalisés le 27 décembre, juste après la catastrophe. Soudain, Laurent a une lueur d'espoir. Il croit reconnaître le visage de Clara, sa nièce. Regarde, attends. Ouais, elle ressemble. Mais bon, tu sais, c'est... Il n'y a pas plus vietnamien qui ressemble à une vietnamienne. Ça m'intrigue ce visage. Les ressemblances sont troublantes. Oui, le visage de... Le visage de Clara. De l'Eurasienne, là, est quand même assez... C'est vachement proche, là, le nez épaté. Laurent s'empare de la photo. Si c'est pas bon, on la ramènera. Hein. À l'étage, il rencontre un médecin qui finissait son service. Pour lui aussi, la ressemblance est frappante. Ah, même eux, ils n'arrivent pas à... Non, c'est troublant. C'est troublant parce que même eux, ils n'arrivent pas à dire oui ou non. Il se rend au service des admissions. Les explications sont parfois un peu confuses, mais le nom de Clara n'apparaît pas dans le registre. Il a dit jeune fille là. Oui. Pour chercher une autre personne qui a trouvé. Elle a été trouvée. Sa famille est venue la chercher, cette jeune fille, c'est ça?
Ok, thank you. Thank you. Thank you very much. La petite fille en rouge a déjà retrouvé sa famille. Pour Laurent, la déception est immense. C'est mystère, hein, ça devient mystérieux tout ça quand même. J'arrive pas à y croire. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou si je suis porté par une foi démesurée, mais je pense, je réalise pas, ou je me dis non, c'est pas possible, ils sont encore en vie quelque part. Pour toi, ils sont vivants? Ouais. Ouais. Même si c'est dur à dire, ouais. Ils sont quelque part. Le lendemain matin, Laurent a réussi à dormir quelques heures cette nuit. De toute façon, même courte, ça ressource un peu et puis on repart d'attaque aujourd'hui pour tenter les dernières opérations en se rendant sur l'hôtel, en essayant d'aller se mettre dans une situation qu'ils ont peut-être vécue et de grimper dans les collines derrière l'hôtel pour voir, on ne sait jamais, trouver peut-être des locaux avec les photos dans les sacs et montrer les photos, peut-être que quelqu'un aura une information très importante. Laurent reprend ses recherches, cette fois sur la plage de Khao Lak, la zone la plus touchée de Thaïlande. Quand tu te rends compte de l'état du site, là, c'est... D'imaginer les scènes d'horreur qu'il y a eu, là, ça commence à prendre au trip un peu, là. Il veut chercher l'hôtel où sa famille séjournait pour tenter de retrouver un indice, un signe de vie. C'est le Mouk d'Arras, hein? Ouais, ça, je reconnais, oui, sur le site internet, là. Ouais. Et puis ça correspond à ça. Ah ouais. Voilà l'hôtel choisi par l'oncle et la tante de Laurent, le Muktada Beach. Les alentours sont dévastés. La zone semble avoir été soufflée par un bombardement. Seul le hall, surélevé, a été miraculeusement épargné. Ah, c'était le paradis. Donc tu vois ce que je t'expliquais, tu as la partie centrale qui est ici. Et donc c'était des villas, des villas bungalows comme ça. Quelques bungalows tiennent encore debout, les autres ont été balayés par le raz-de-marée. Voilà à quoi ressemblait ce 5 étoiles il y a seulement 15 jours. Tiens, 25-12. Alors 25, c'est le jour de l'arrivée, ça. Non, 28-06 maintenant. Ah non. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches là? Écoute, j'essaye de... On peut avoir un listing Le listing du jour J, Enfin, je sais pas si le personnel est parti en urgence de l'hôtel. Il y a une trace, un papier, quelque chose qui me donne une indication, je ne sais pas. Laurent fouille dans les registres de la réception à la recherche du moindre indice. Novembre, octobre. Qu'est-ce que tu aimerais trouver? J'en sais rien ce que je cherche. Soit s'ils ont passé des appels, soit... je sais pas, j'en sais rien. Rien, aucune trace, juste 3 passeports détrempés oubliés sur le comptoir. Pour Laurent, la visite des bungalows est un choc supplémentaire. C'est immonde de voir ça et se dire qu'ils étaient là, quoi. Tu penses que c'était une bonne idée de revenir ici? Il n'y a pas de bonne idée. Il y a essayer de trouver des réponses, quelles qu'elles soient, des choses. Tu préfères quand même être revenu? Ouais, ça fait au moins une étape de plus passée. On y est passé, voilà. Par rapport à hier, tu sens différent?
Ouais, de plus en plus. C'est hier, j'y croyais, là j'y crois toujours, mais ça commence à diminuer. C'est obligé quand tu vois ça, quand tu sais qu'ils étaient dans cet hôtel-là, quand tu vois l'état dans lequel tout est, Mais bon, il reste toujours cet appel du 28, quoi, qui à chaque fois peut donner un espoir. La plage est encore jonchée de débris, autant de souvenirs douloureux de la vie qui s'est arrêtée. En quittant l'hôtel, Laurent est pessimiste. Son dernier espoir, trouver l'origine du mystérieux coup de téléphone que sa tante aurait passé 2 jours après le drame. Retour à Phuket, à la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Durant la journée, l'équipe a enquêté du côté de l'opérateur téléphonique thaïlandais. Dure journée, on a été sur le... Ouais, dans le dernier espoir maintenant, c'est ce numéro de téléphone pour résoudre cet appel. C'est la dernière chance. Techniquement, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent pas? Ils peuvent pas remonter. Ils peuvent pas remonter, ils ne peuvent pas le dire. 048 44 70 sur ce numéro. 50. D'accord. Et vous êtes madame? Pour les moyens techniques, l'ambassade m'a dit qu'ils avaient été très bien reçus, que l'accueil avait été très chaleureux et que techniquement, ils ne pouvaient pas. Oui. C'est pas argent, ça. C'est pas argent parce que ça pourrait tout changer le cours des choses, quoi. Ah oui. C'est margeau, ça, quand même, c'est margeau. Je sais plus quoi penser. Je suis tellement guidé par tout ce que j'ai vu que j'arrive même pas à réagir à ce qu'on me dit, quoi. On va repartir à l'hôtel? Non, je vais attendre. Donc après, je vais me foutre à l'hôtel dans ma chambre, tout seul, tranquille. Qu'est-ce que vous décidez? De passer à une étape que je ne voulais pas. Après 3 jours de recherche, Laurent décide de rentrer en France. Il revient seul, sans nouvelles de Sylvie, Jean et Clara, probablement au nombre des disparus du tsunami. Tuanku a 6 ans. Depuis le 26 décembre, il est orphelin. Il est venu au village pour se protéger. C'est lequel? Qu'est-ce qui s'est passé? Son père et sa mère ont disparu. Je l'ai trouvé ici. Mais ses parents étaient de ce village? Oui, ils étaient d'ici, oui. Quel âge as-tu? Je sais pas. Mais t'as quel âge? Je sais pas. Son frère a été blessé, il est à l'hôpital. Maintenant, c'est moi qui prends soin de lui. Je l'éduque et je lui donne à manger. C'est un enfant d'Aceh, c'est un devoir pour moi de le prendre en charge. Comme si c'était mon petit frère.
On dit qu'il y a des trafiquants qui essayent d'enlever les enfants dans la région. C'est vrai? Oui. À Aceh, oui, c'est vrai, oui. Il y a des organisations ou des fondations qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir et qui ont emmené les enfants victimes du tsunami à l'hôpital de Medan. Et on dit qu'ils les ont revendus ensuite. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est comme un trafic. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses? Je n'aime pas ça. Et si je croise un seul de ces trafiquants, je le tue. Nous sommes près de Banda Aceh, au nord de Sumatra, en Indonésie, la région la plus touchée par la catastrophe. Ce village perché sur les hauteurs a été épargné. Il sert de refuge à beaucoup d'orphelins, car ici, des enfants auraient déjà été kidnappés. La rumeur court qu'ils auraient été vendus et livrés à toutes sortes de commerces. Adoptions illégales, prostitution, on parle même de trafic d'organes. Ces villageois ne sont pas les seuls à défendre les enfants. Un peu plus bas, à Aceh, des sénateurs de la province essaient de recenser les enfants perdus. Objectif, recomposer les familles détruites par le raz-de-marée. Je viens pour ma voisine. Elle s'appelle Nopi. Elle cherche son enfant qui a disparu avec son père. Sania, vous êtes sûre qu'elle n'est pas sur votre liste? Sania. Ces enfants sont répertoriés avec l'aide de l'UNICEF. Pour la responsable du programme, les conséquences de ce raz-de-marée sur les enfants sont dramatiques. Le département du bien-être social estime que 36 000 enfants ont été victimes du raz-de-marée. Ce chiffre n'est pas encore très précis, mais c'est une première estimation. Ça comprend les enfants séparés, ceux qui ont perdu un de leurs parents et ceux qui ont perdu les deux. Nous avons aussi commencé à mettre en place des camps pour accueillir ces enfants, pour pouvoir les aider, pour pouvoir recenser les enfants qui ont perdu leurs parents, mais aussi les parents qui cherchent leurs enfants. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de leur offrir un espace où ils peuvent se sentir en sécurité, jouer, réconforter ceux qui sont gravement traumatisés et aussi leur offrir un abri de fortune. Quelques bâches, quelques tentes, mais pour ces enfants qui ont tout perdu, ce camp de l'UNICEF, c'est le début d'une nouvelle vie. Koun a 10 ans, son frère Najmoul, 4 ans de plus que lui. Ce sont les derniers orphelins arrivés dans le camp. Ils sont là depuis quelques minutes à peine. J'étais en train de manger quand tout d'un coup, j'ai entendu 2 enfants qui pleuraient. Sans doute quelqu'un les avait déposés ici. On les a fait entrer pour les mettre à l'abri, pour leur donner à manger et un toit. Mais on n'a encore aucune information sur eux. On n'a pas encore eu le temps de les interroger. Pour tenter d'atténuer le traumatisme des enfants perdus du tsunami, l'UNICEF donne aussi des jouets. Et quand les pluies de la mousson s'arrêtent, on entend même des rires d'enfants. Dans ce camp de fortune, on craint que les trafics d'enfants n'aient déjà commencé.
Le trafic d'enfants n'arrête pas d'augmenter. Notre organisation s'occupe des enfants d'Aceh et de la région. Nous ne sommes pas sûrs du nombre, mais nous évaluons à 60 le nombre des enfants qui ont été enlevés dans la ville de Medan. Nous n'avons pas d'informations, mais nous pensons qu'ils ont certainement été emmenés en Malaisie et à Singapour. Un bébé ou un jeune enfant jusqu'à l'âge de 5 ans est revendu 350 € environ. 350 €, le prix d'un enfant pour des trafiquants. Pour lutter contre ces trafics, les pompiers français ont offert leur assistance. Les pompiers sans frontières de Marseille ont installé eux aussi un camp de réfugiés. Un des seuls dans la région où on trouve un dispensaire, une station d'eau potable et même des couvertures. Dans cette région reculée où les musulmans radicaux sont nombreux, les Occidentaux n'étaient pas toujours les bienvenus. Avant la catastrophe, rares étaient les Français qui s'aventuraient jusqu'ici. Dans ce camp aussi, beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas encore ce qui est arrivé. Il y a 300 enfants de moins de 5 ans et presque autant d'enfants de plus de 5 ans avec les ados. Le premier contact a été difficile parce que ils ont vu arriver des gens pour la première fois et se posaient la question de savoir ce qu'on allait leur proposer. Il a fallu faire des tractations avec le chef. Et quand ils ont bien perçu notre arrivée, en fait, les enfants sont venus spontanément nous voir, ont été très libres. C'est vrai qu'au début, ils paraissaient un peu perdus. Il y avait certains enfants qui avaient peur de nous parce qu'ils n'avaient jamais vu d'Européens. Pour nous, c'était assez bizarre comme sensation. Patrice Boucher, artisan dans le bâtiment, vit en Indonésie depuis 20 ans. Quand les pompiers français sont arrivés, il a proposé ses services et il travaille comme traducteur bénévole. Gimana waktu gempa, waktu tsunami? Di rumah. Dan rumah di kampung Lampaya juga. En fait, il était à la maison lorsque la vague est arrivée, donc le raz-de-marée. Mais il a pu sortir de la maison et il a pu nager dans la vague, quoi. C'est un miraculé. Agus, c'est un miraculé. Il y en a quelques-uns. La petite Rona est une miraculée, elle aussi. À 4 ans, elle est la seule survivante de toute sa famille. C'est sa tante Jamila qui vient la recueillir. Au moment du tremblement de terre, ils étaient tous à la maison. Son père, sa mère. Après, il y a eu le tsunami et on ne les a jamais revus. Ils ont tous des familles, des oncles ou des tantes. Hein, donc. Et puis même s'ils avaient perdu absolument tous parents, il y a toujours une famille qui les accueillera. Hein. Les enfants, c'est sacré en indonésien. Désormais, c'est Jamila qui va élever la petite Rona avec sa propre fille. Une coutume à Sumatra. Ici, les orphelinats n'existent pas. Ce sont les autres membres de la famille, ou parfois même les voisins, qui prennent en charge l'éducation des jeunes orphelins. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Galé, au sud-ouest du Sri Lanka, dimanche 26 décembre, 10 h du matin. Les vagues déferlent sur la gare routière, en plein centre-ville. « 3 mètres d'eau dans les rues en quelques secondes. La stupeur est totale. Ceux qui n'ont pas eu la chance de trouver un refuge en hauteur ne survivront pas. En ce lendemain de Noël, jour férié au Sri Lanka, la gare routière de la 4e ville du pays était pleine à craquer. Lorsque l'eau se retire enfin après seulement quelques minutes, il ne reste pas grand-chose. La même gare routière, 10 jours plus tard. Les bus sont revenus, mais les 80 000 habitants de Galé sont encore sous le choc. 1500 personnes sont mortes ici, près de 4000 dans tout le district, et on recense 250 disparus. Dans les rues, il n'y a quasiment personne, tout juste quelques passants incrédules et une odeur lourde qui ne veut pas disparaître. L'hôpital ne désemplit pas. Des lits ont été installés dans les couloirs et les interventions de routine sont ajournées jusqu'à nouvel ordre pour pouvoir accueillir les victimes du tsunami. Les cas les plus urgents ont été traités, ne restent que les patients dont les plaies se sont infectées et l'hôpital sera bientôt à court de médicaments. Ce vieil homme a été blessé par des débris charriés par la vague. Aujourd'hui, il risque de perdre sa jambe. Au début, c'était une simple blessure causée par des débris, mais elle s'est infectée rapidement. Pour la plupart des patients, le scénario est le même. Des petites plaies qui s'infectent gravement. On a donc vraiment besoin d'antibiotiques puissants. Les premiers jours, on a reçu beaucoup de médicaments de régions qui n'avaient pas été touchées. De simples particuliers nous ont aussi donné des antibiotiques. Mais aujourd'hui, on a pratiquement tout utilisé et nos réserves s'épuisent rapidement. Cet autre blessé raconte comment il a tenté par 3 fois d'arracher sa mère au flot qui montait. Il a été gravement blessé aux jambes en voulant la sauver. En vain. 3 fois, j'ai essayé de la retenir, en la serrant contre moi. La 4e fois, une vague plus grosse est arrivée et j'ai vu ma mère se faire emporter. Il dit que sa mère est morte maintenant et que sa maison est complètement détruite. Aujourd'hui, il n'a plus nulle part où aller. Normalement, on aurait pu le renvoyer chez lui, mais pour le moment, il va rester ici parce qu'il n'a plus de maison. On pourrait l'envoyer dans un camp de réfugiés, mais vu les conditions là-bas, ses plaies pourraient s'infecter à nouveau. Alors même s'il va mieux, on ne peut pas le renvoyer. Et des histoires comme celle-ci, il y en a des milliers. Au moins 850 000 personnes ont perdu leur maison après le raz-de-marée. Certains villages sont entièrement rasés. Partout sur le rivage, on rencontre ces hommes qui fixent l'océan sans trop comprendre. Supen est l'un d'entre eux. Les vagues ont détruit sa maison et emporté toute sa famille. Ma femme, mes 2 enfants, la mer m'a tout pris. L'eau est arrivée très vite et très fort. Pas le temps de décider quoi faire. J'ai fait demi-tour, j'ai grimpé dans un arbre, j'ai attendu quelques minutes dans l'arbre, je suis redescendu et j'ai cherché ma famille et je ne les ai plus retrouvés. Et enfin au matin, j'ai retrouvé les corps. La mer m'a nourri pendant des années, aujourd'hui elle m'a tout pris. Supen accepte de nous conduire à l'emplacement de sa maison, à un peu plus de 300 mètres du port. Pour y accéder, il faut traverser la voie ferrée qui longeait la côte depuis Colombo jusqu'à la pointe sud du pays.
Le raz-de-marée a arraché les rails du talus et déplacé la voie de 5 mètres. La maison de Supen était juste de l'autre côté. Your house? Supen n'a dû son salut qu'à cet arbre sur lequel il a grimpé pour échapper aux vagues. Lorsqu'il en est redescendu, il ne restait plus rien. Dans ce quartier de pêcheurs vivaient 450 personnes il y a encore 10 jours, 70 sont mortes et il y a au moins 12 disparus. Comme tous les survivants de son quartier, Supen a trouvé refuge dans un temple bouddhiste à 2 km à l'intérieur des terres. Ici, ils sont un peu plus de 700 réfugiés, alors que le monastère n'accueille d'ordinaire que 22 moines. Ceux qui sont arrivés les premiers ont pu trouver de la place à l'intérieur. Comme beaucoup d'autres, Supen n'a pas eu cette chance. Il nous montre tout ce qu'il a pu sauver du désastre. Le cartable de son fils aîné, mais aussi et surtout quelques photos plastifiées qui ont miraculeusement échappé aux vagues. Sa femme, son fils et sa petite fille. Ici, comme partout le long des côtes, les victimes du raz-de-marée se sont immédiatement tournées vers leur temple. Le vénérable Nyanarata Tero a dû faire face à l'afflux de réfugiés qu'il a vu déferler en quelques heures. Depuis 10 jours, il n'a quasiment pas dormi. Chaque matin, il se demande comment il va nourrir ses 700 protégés. Aujourd'hui, à part ces quelques légumes et le lait en poudre que ce couple d'Anglais est venu apporter, personne ne fera de don aux réfugiés. Il n'y aura donc pas de déjeuner ce midi. Le supérieur du temple décide de préserver les légumes pour le repas du soir. Ces gens ont construit ce temple. Ils m'ont nourri, moi et mes moines, pendant des années. Des milliers de logements ont été détruits. Aujourd'hui, c'est à nous de nous occuper de ces gens qui ont tout perdu, et nous devons faire de notre mieux. Sur l'esplanade, des fonctionnaires locaux ont fait leur apparition pour la première fois en 10 jours, avec une table et quelques formulaires. Ils veulent recenser les réfugiés et connaître leurs besoins. Le supérieur du temple ne va pas tarder à leur expliquer ce qui se passe vraiment ici. Avant-hier, du lait en poudre et des biscuits. Hier, ils ont eu des citrouilles et des noix de coco. Aujourd'hui, je leur ai dit de préparer des légumes bouillis. C'est ça la réalité. À la télé, dans les journaux, le gouvernement dit qu'il s'occupe des camps de réfugiés. Mais c'est ça la réalité. Le bureau du représentant du district est à 200 mètres d'ici. On ne l'a jamais vu. C'est une honte. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des réfugiés dans ce temple. Et pourtant, leur bureau n'est qu'à 200 mètres d'ici. C'est seulement parce que j'ai alerté leurs supérieurs au niveau de la province qu'ils sont venus aujourd'hui. Si les autorités locales ignoraient l'existence d'un camp de réfugiés dans le temple, cette équipe de médecins chinois, elle, a trouvé le chemin tout de suite. Ils sont arrivés hier de Pékin et s'étaient déjà préparés au pire. On pensait qu'il pourrait y avoir le choléra, la malaria et peut-être la peste aussi. Mais pour le moment, la situation est moins grave que ce qu'on craignait.
Pour le moment. Ici, il n'y a pas d'épidémie. L'équipe médicale chinoise va donc rester au temple environ 1 mois pour faire de la médecine de campagne et surtout assurer l'approvisionnement en médicaments qui font cruellement défaut. Car il semble bien que pour l'instant, l'aide gouvernementale tarde à arriver dans les camps de réfugiés. Vêtements, nourriture, sur la côte ouest, c'est la solidarité des villages, les temples ou les organisations humanitaires qui ont pris les choses en main. Cette femme, par exemple, elle s'appelle Kanti, elle appartient à une ONG sri-lankaise parrainée par l'UNICEF. Depuis le raz-de-marée, elle arpente les camps à la recherche d'enfants qui ont perdu leurs 2 parents dans la catastrophe. Les ONG auraient déjà recensé au moins 250 orphelins sur les côtes du Sri Lanka, mais dans ce camp, Kanti n'en a pas trouvé. Nous avons déjà identifié tous les orphelins dans les camps alentours. Ici, il n'y a pas d'orphelins à proprement parler. Ils ont tous au moins leur père ou leur mère. Cet après-midi, Kanti a une autre mission. Elle doit réunir 2 sœurs dont les parents ont disparu dans la catastrophe. L'aînée s'appelle Wasanti. Elle a 16 ans. Elle était à Colombo, loin de sa famille, lorsque le tsunami a frappé. Wasanti croyait que sa petite sœur Touchari était morte dans la destruction de la maison familiale. Mais l'ONG de Kanti l'a miraculeusement retrouvée dans ce camp. Les 2 enfants se croyaient mortes l'une pour l'autre. Elles ne se sont pas vues depuis 2 semaines. Hier, quand Touchari, la plus jeune, a appris que sa sœur était en vie, elle a menacé d'attenter à ses jours si on ne la lui amenait pas immédiatement. Enfin réunis, Wasanti et Touchari vont pouvoir être confiés à un orphelinat d'État. Quand nous l'avons découverte dans ce temple, nous avons réalisé qu'elle avait vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle. Le supérieur de ce temple nous a demandé de la transférer aux institutions compétentes. Et elle voulait absolument voir sa sœur. Alors, on a fait venir sa sœur de Colombo. Maintenant, nous allons les remettre à l'aide sociale à l'enfance et placer ces 2 enfants dans un endroit adapté. Pour la 15e fois, le soleil se couche sur les réfugiés. Nul ne sait combien de temps il faudra pour reconstruire les dizaines de milliers de maisons détruites par le raz-de-marée. Pour l'instant, on ne parle que de camps de transit, en attendant mieux. Au Sri Lanka, les réfugiés risquent de passer encore de longues semaines sous la protection des temples.